Le soleil de juin filtrait à travers les vitraux de Notre-Dame de Paris, peignant le sol de marbre en éclats de rubis et de saphir. Léo, le marié, se tenait droit comme un i, son cœur battant la chamade sous le tissu impeccable de son smoking. Mais quand il leva les yeux vers l'assemblée, son regard croisa celui de Nolan son beau-père, assis au premier rang, les traits ciselés par les ans, un sourire figé sur les lèvres. Et en cet instant, le monde s'effondra, les souvenirs affluaient comme une marée, violente, inexorable, et Léo ne put prononcer le oui qui attendait sur sa langue. Le prêtre tout sauta, la mariée et Élise, la fille de Nolan lui serra la main, mais Léo était ailleurs, prisonnier d'un passé qu'il croyait enterré à jamais. C'était il y a 15 ans, dans les ruelles étroites de Montmartre, que tout avait commencé. Léo n'avait que 17 ans, un adolescent aux cheveux châtains en bataille, aux yeux verts hérités d'une mère irlandaise qu'il n'avait jamais connue. Paris était son terrain de jeu, un labyrinthe de cafés enfumés et de toits en zinc où il errait, fuyant un père absent et une vie qui semblait trop étroite pour son âme en feu. Il dessinait sur des carnets usés, des portraits volés aux passants, cherchant dans les lignes la vérité que les mots ne pouvaient exprimer. C'est là, sous un ciel d'orage, qu'il avait croisé Nolan pour la première fois. Nolan était alors un photographe renommé, quarantenaire au charisme magnétique, avec des mèches grisonnantes qui dansaient dans le vent et un appareil Leica pendu à son cou comme un talisman. Il capturait l'âme de Paris, les amants enlacés sur les ponts de la Seine, les vieux accordéonistes aux terrasses de Pigalle, les ombres fugaces des chats errants. Ce jour-là, Nolan photographiait la basilique du Sacré-Cœur quand Léo, trempé par une averse soudaine, s'était abrité sous le même porche. « Tu as l'air d'un ange déchu », avait dit Nolan d'une voix grave, veloutée, en tendant son foulard pour essuyer les gouttes sur le visage du garçon. Léo avait rougi, bafouillé une réponse incohérente, mais ses yeux s'étaient accrochés à ceux de l'homme, bleus comme la Méditerranée en tempête. Ce qui suivit fut un tourbillon. Nolan invita Léo à son atelier, un loft caché dans le marais, aux murs tapissés de tirages noirs et blancs qui racontaient des histoires d'amour perdu et de passion interdite. Là, entre les odeurs de chimie photographique et de café fort, ils parlèrent des heures durant. Nolan, veuf depuis 5 ans, confia ses doutes sur la vie, sur la perte de sa femme dans un accident banal qui avait laissé un vide béant. Léo, à son tour, avoua sa solitude, son secret enfoui, cette attirance pour les garçons qu'il n'osait nommer, cette peur d'être différent dans un monde qui tolérait à peine l'ombre de soi. L'amour n'est pas une ligne droite, Léo, murmura Nolan un soir, en posant une main sur son épaule. C'est un labyrinthe où l'on se perd pour mieux se retrouver. Leur premier baiser survint par un après-midi d'automne, sous les feuilles roussies du jardin des Tuileries. Ils marchaient côte à côte, feignant l'innocence, quand Nolan s'arrêta net devant une fontaine. « Je ne devrais pas, souffla-t-il, mais ses lèvres trouvèrent celles de Léo dans un élan désespéré, doux comme une prière. C'était électrique, un feu qui consumait les barrières de l'âge, du statut, de la société. Léo se sentit vivant pour la première fois, ses doigts s'en mêlant dans les cheveux de Nolan, son corps se moulant contre le sien comme s'il avait toujours appartenu là. Ils rentrèrent à l'atelier en silence, et là, dans la pénombre, leurs corps s'entrelacèrent pour la nuit. Nolan fut tendre, patient, guidant Léo à travers les méandres du désir avec une douceur qui contrastait sa force virile. « Tu es mon secret le plus beau » chuchota-t-il au creux de l'oreille du jeune homme, tandis que la lune veillait sur Paris endormi. Les mois suivants furent un paradis volé. Ils se voyaient en cachette, un pique-nique improvisé au but de Chaumont, où Nolan apprenait à Léo les secrets de la photographie, une escapade à Versailles, où ils erraient dans les allées de buis comme des fantômes d'un autre siècle, des nuits passées à refaire le monde, nus sur les draps froissés, à murmurer des promesses que le jour effacerait. Nolan initia Léo à l'art de voir le monde autrement, « Regarde au-delà des apparences, mon amour. Chaque ombre cache une lumière. » Léo, en retour, apportait à Nolan une fraîcheur juvénile, un rire contagieux qui chassait les spectres du deuil. Pour la première fois, Nolan se permit d'aimer un homme, d'explorer cette part de lui qu'il avait réprimée par peur du scandale, par loyauté envers sa mémoire perdue. Mais le paradis a ses fissures. Élise, la fille de Nolan, âgée de 12 ans à l'époque, commença à remarquer les absences de son père. Elle, avec ses couettes blondes et son regard perçant, posait des questions innocentes qui transperçaient comme des flèches. « Papa, pourquoi tu rentres si tard? Et qui est ce garçon qui t'appelle toujours ?» Nolan éludait, le cœur serré, inventant des mensonges qui pesaient comme des chaînes. Léo, de son côté, luttait contre la culpabilité, il adorait Nolan, mais la société française des années 2000, encore frileuse face aux amours homosexuels, le rongeait. Ses amis du lycée le taquinaient sur ses fantasmes bizarres,
et il se surprenait à fixer les filles en cours pour se fondre dans la normalité. Le conflit éclata un soir d'hiver, dans l'atelier baigné de la lueur rouge des agrandisseurs. Nolan avait vendu une série de photos à une galerie de New York, un succès qui promettait la gloire, mais aussi un départ imminent. « Viens avec moi, Léo, implora Théil, les yeux brillants de larmes contenues. On recommencera à zéro, loin des jugements. Mais Léo recula, le visage blême. Et Élise? Tu l'abandonnes? Et moi, je suis encore un gamin, Nolan. Ma vie est ici, mes études, ma famille dysfonctionnelle. On ne peut pas fuir éternellement. Les mots blessèrent comme des coups de couteau. Nolan, blessé dans son orgueil, accusa Léo de lâcheté. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur d'être toi-même, peur de m'aimer vraiment. La dispute s'enflamma, des objets volèrent, un cadre brisé, un tirage déchiré et Léo s'enfuit dans la nuit parisienne, le goût du sel sur les lèvres. Les semaines suivantes furent un supplice. Léo erra dans les rues, hanté par l'odeur de Nolan sur ses vêtements, par le fantôme de leurs caresses. Il tenta de se distraire avec des fêtes d'adolescents, des baisers volés à des garçons anonymes dans les clubs du Marais, mais rien n'effaçait le vide. Nolan, lui, s'enferma dans son travail, photographiant la ville avec une fureur nouvelle, capturant la solitude des amants séparés sur les quais. Puis, un matin, une lettre arriva, Nolan partait pour l'Amérique, emportant son cœur brisé et son Laika. Adieu, mon ange déchu. Peut-être que le temps guérit ce que l'amour détruit. Léo brûla la lettre dans un brasero du Luxembourg, mais les cendres restèrent gravées en lui. Les années passèrent comme un fleuve impitoyable. Léo grandit, devint un architecte talentueux, dessinant des bâtiments qui défiaient le ciel parisien, des lignes pures, des courbes audacieuses, comme pour exorciser le chaos de son passé. Il rencontra Élise des années plus tard, à une vernissage dans le 6e arrondissement. Elle était l'incarnation de la grâce, cheveux cascadants comme un tableau de Renoir, un rire qui illuminait les salles sombres. Fille de Nolan, désormais revenue en France après un divorce houleux aux États-Unis, elle portait en elle l'ombre de son père sans le savoir. Leur romance fut douce, conventionnelle, dîner aux chandelles le long de la Seine, promenade main dans la main sous les arcades du Louvre. Léo se convainquit que c'était l'amour vrai, celui qui durait, qui construisait des familles. Il oublia Nolan, ou du moins le crut-il, enfouissant les souvenirs sous des plans et des projets. Pourtant, le destin est un farceur cruel. Quand Léo demanda Élise en mariage, Nolan fut le premier à l'accueillir dans la famille, avec une accolade fraternelle qui masquait une reconnaissance fugace dans ses yeux. « Bienvenue, fiston » dit-il d'une voix rauque, et Léo sentit un frisson le traverser, un écho du passé qu'il chassa d'un sourire forcé. Les préparatifs du mariage avancèrent, invitations gravées, robe de soie, un banquet au Trocadéro. Léo se perdit dans les détails, ignorant le nœud qui se formait dans son estomac chaque fois que Nolan entrait dans la pièce. Et voilà qu'aujourd'hui, sous les yeux de Dieu et des hommes, tout ressurgissait. Le prêtre répétait les vœux, Élise rayonnait dans sa robe ivoire, mais Léo ne voyait que Nolan, assis là, immobile, son regard bleu perçant les couches de temps. Un flash, la main de Nolan sur sa peau, un murmure dans l'oreille, le goût de leurs adieux amers. Le bouil resta coincé dans sa gorge, et la cathédrale sembla retenir son souffle. Élise se tourna vers lui, un pli d'inquiétude sur le front. « Léo ? Tout va bien, murmura-t-elle. Il hocha la tête mécaniquement, mais son esprit hurlait. Comment avait-il pu en arriver là? Marier la fille de l'homme qu'il avait aimé plus que tout, feindre une normalité qui n'était qu'un mensonge poli? La cérémonie se poursuivit dans un brouillard, les anneaux glissèrent aux doigts, les applaudissements éclatèrent. Mais au moment du baiser, Léo ferma les yeux et, l'espace d'un instant, ce fut Nolan qui l'embrassa dans son imagination à un baiser fantôme, chargé de regrets. La réception, au pied de la tour Eiffel scintillante, fut un tourbillon de toasts et de danse. Léo souriait, serrait des mains, mais son regard revenait sans cesse à Nolan, qui conversait avec des oncles lointains, un verre de champagne à la main. Élise, radieuse, le tira sur la piste. « Mon mari chéri, danse avec moi. » Ils valsèrent sous les lumières, mais Léo trébucha, distrait par la silhouette de Nolan au bar. Plus tard, seul un instant aux toilettes, il s'appuya contre le mur carrelé, le souffle court. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-il, les poings serrés. C'est alors que Nolan apparut dans l'encadrement de la porte, comme invoqué par un sort. « Léo, un mot ?» Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient une tempête. Ils sortirent sur une terrasse isolée, l'air frais de la Seine les enveloppant. « Qu'est-ce qui t'arrive, fiston ?
Pendant la cérémonie, tu étais ailleurs. Léo déglutit, cherchant ses mots. Rien, juste les nerfs. Mais Nolan secoua la tête, approchant d'un pas. Ne mens pas. Je t'ai vu. Et je crois que je sais pourquoi. Le silence s'étira, lourd comme la nuit parisienne. Nolan posa une main sur l'épaule de Léo, un geste paternel, innocent. Mais le contact fut électrique, un rappel brûlant. Léo recula, le cœur en vrac. Nolan, Élise est ta fille. Je l'aime. Les mots sonnaient faux, même à ses oreilles. Nolan soupira, les traits tirés. L'amour est une bête compliquée, Léo. Il ne demande pas la permission. Puis, d'une voix plus basse, et si on en parlait, vraiment? Pour la première fois depuis 15 ans. Ils s'assirent sur un banc, face à la tour qui clignotait comme un phare dans l'obscurité. Nolan commença, hésitant, son exil américain, un mariage de façade pour apaiser les ragots, la naissance d'un fils qu'il avait abandonné par peur. J'ai fui, Léo. Fuir toi, fuir moi-même. Léo écouta, les larmes montant. À son tour, il confia, la solitude des années, la découverte d'Élise comme un baume, mais aussi comme une trahison inconsciente. Je pensais t'avoir oublié. Mais aujourd'hui, tout est revenu. Leur conversation dura jusqu'à l'aube, un pont fragile sur l'abîme du temps. Pas de promesses, pas de baisers volés au juste des mots, nus et vrais. Quand Élise les trouva, ensommeillés, elle rit, « Papa, Léo, vous complotez déjà contre moi. » Ils rirent avec elle, mais dans les yeux de Léo et Nolan brillait une compréhension nouvelle, un fil ténu reliant passé et présent. Pourtant, le conflit couvait. Les jours suivants, dans la maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, Léo surprit des regards volés, des silences chargés. Élise, intuitive, sentit la tension, « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?» Léo éluda, mais la graine du doute était plantée. Nolan, lui, luttait contre l'envie de tout avouer, de briser le fragile équilibre pour une vérité qui pourrait tout détruire. Les semaines après le mariage s'écoulèrent dans une routine apparente, un vernis de bonheur conjugal qui masquait les fissures grandissantes. Léo et Élise s'installèrent dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec ses parquets cirés et ses cheminées en marbre qui craquaient comme des confidences. Élise, professeure de littérature à la Sorbonne, rentrait les bras chargés de romans jaunis, récitant des vers de Baudelaire pour égayer les soirées. Léo, absorbé par un projet de rénovation pour un hôtel particulier près de l'opéra, dessinait tard dans la nuit, ses traits de crayon de plus en plus nerveux. Mais chaque soir, quand le silence tombait, les souvenirs de Nolan ressurgissaient, insidieux comme la brume sur la Seine. Un après-midi pluvieux, Élise proposa une visite à son père, qui vivait désormais dans une maisonnette aux abords de Versailles, entouré de rosiers sauvages et d'un atelier reconverti en laboratoire photo. « Papa adore te voir, Léo. Et moi, j'ai besoin de temps pour corriger mes copies. » Léo accepta, le ventre noué. En chemin, dans le RER bondé, il repensa à leur nuit d'autrefois, Nolan le couvrant de baisers sous les étoiles artificielles des projecteurs de l'atelier. « Arrête, se morigénait-il, serrant la main d'Élise comme un talisman. Nolan les accueillit avec son habituelle chaleur, un tablier taché de révélateur autour de la taille, les cheveux en désordre. « Entrez, entrez. J'ai du vin de Bordeaux qui attend. » La maison était un sanctuaire de mémoire, des photos encadrées d'Élise enfant, de voyages oubliés en Toscane, et, discrètement, un tirage jauni de Montmartre sous la pluie. Léo y reconnut son propre profil adolescent, flou mais indéniable. Son cœur sauta un battement. Nolan croisa son regard, un éclat fugace de complicité, avant de détourner les yeux. Élise s'éclipsa pour aider à la cuisine, laissant les deux hommes seuls dans le salon aux murs lambrissés. Nolan servit le vin, ses doigts effleurant ceux de Léo un instant de trop. « À la santé de ton mariage, dit-il, ironique. » Léo but d'un trait, la chaleur descendant en lui comme un feu couvant. « Nolan, cette photo. Tu l'as gardée ?» L'homme haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Les ombres font partie de l'image, Léo. On ne les efface pas sans altérer la lumière. » Leur conversation glissa vers le passé, prudente au début, puis plus profonde. Nolan parla de son retour en France, 5 ans plus tôt, après un scandale aux États-Unis, son second mariage, avec une avocate ambitieuse nommée Sarah, s'était effondré quand elle avait découvert ses fantasies, comme elle les appelait, ou ses attirances pour les hommes, qu'il avait niées pendant des années. « J'ai perdu mon fils dans le divorce, Léo.
Un gamin de 8 ans qui me regarde maintenant comme un étranger. Sa voix se brisa, et Léo, impulsivement, posa une main sur son bras. Tu n'es pas un monstre, Nolan. Tu es humain. Ce contact, innocent en apparence, ralluma la flamme. Plus tard, tandis qu'Élise somnolait sur le canapé après le déjeuner, Nolan et Léo sortirent fumer une cigarette dans le jardin. La pluie avait cessé, laissant un air pur, embaumé de terre mouillée. Souviens-toi de nos promenades à Chaillot, murmura Nolan, exhalant une volute de fumée. Léo acquiesça, la gorge serrée. Comment oublier? Tu me disais que Paris était une amante jalouse. Ils rirent doucement, mais le rire se mua en silence, un silence où les non-dits pulsaient comme un cœur. Le soir venu, de retour à Paris, Léo ne put dormir. Élise, levée contre lui, murmura dans son sommeil « Je t'aime ». Ces mots, si sincères, le transpercèrent de culpabilité. Était-ce de l'amour qu'il ressentait pour elle, ou une affection confortable, un refuge contre le chaos? Les jours suivants, il évita Nolan, annulant des dîners familiaux sous prétexte de travail. Mais le destin, ce fil rouge invisible, les rapprocha à nouveau lors d'une exposition photo au centre Pompidou. Élise, occupée par une conférence, envoya Léo seul. Et là, au milieu des tirages grand format, il trouva Nolan, penché sur une œuvre de lui-même, une série intitulée « Amour interdit », des portraits d'hommes enlacés dans l'ombre, leurs regards hantés par le désir refoulé. « Ils sont magnifiques, dit Léo, approchant sans bruit. Nolan se redressa, surpris mais pas fâché. « Merci. C'est inspiré. » Ils déambulèrent dans la salle, commentant les pièces, mais la tension montait, palpable. Devant une photo d'un couple séparé par une vitre de train, Nolan craqua, « C'est nous, Léo. Cette vitre, c'est le temps, les choix, les mensonges. » Léo sentit les larmes monter. Et Élise? Si elle savait. Nolan secoua la tête. Elle mérite la vérité. Mais pas au prix de sa douleur. Cette nuit-là, Léo rentra ivre de vin d'exposition et de regrets. Élise l'attendait, inquiète. Où étais-tu? Il mentit, encore, et ils firent l'amour pour la première fois depuis des semaines, un acte mécanique, où Léo ferma les yeux et imagina des cheveux grisonnants, des mains calleuses de photographe. Le lendemain, rongé par la honte, il confia tout à un ami d'enfance, Julien, dans un café du quartier latin. Julien, gai assumé et barman au duplex, l'écouta sans juger. Léo, tu joues avec le feu. Nolan est ton beau-père maintenant. Réveille-toi avant que ça brûle tout. Mais le feu consumait déjà. Une semaine plus tard, un appel de Nolan, viens à l'atelier. J'ai besoin de ton avis sur un projet. Léo y alla, contre son gré, attiré comme un papillon par la flamme. L'atelier était inchangé, mêmes étagères croulant sous les pellicules, même odeur de fixateur. Nolan lui montra des esquisses des bâtiments modernistes inspirés des dessins de Léo adolescent. Tu m'as appris à voir les structures cachées, dit-il. Ils travaillèrent côte à côte, épaules se frôlant, et quand leurs regards se croisèrent, ce fut inévitable. Nolan attira Léo à lui, un baiser furtif, désespéré, qui raviva tous les feux éteints. Ce baiser fut une trahison, un poison sucré. Léo s'arracha à l'étreinte, haletant. On ne peut pas, Nolan. Pas comme ça. Mais les mots sonnaient creux. Ils se séparèrent, le cœur en lambeaux, mais la graine était plantée. Les jours suivants, Léo sombra dans une spirale, il dessinait furieusement, effaçait, recommençait, ses plans d'architecture se muant en portrait torturé de Nolan. Élise remarqua son humeur, le pressa de questions. C'est le travail, chérie, mentait-il, mais elle n'était pas dupe. Une nuit, elle fouilla son téléphone un message non envoyé à Nolan, je ne dors plus. Reviens-moi. La confrontation éclata un soir d'orage, dans leur appartement. Élise, les yeux rougis, brandit le portable. Qu'est-ce que ça veut dire, Léo? Reviens-moi? À mon père? Léo blêmit, les mots se bousculant. Il avoua tout, l'amour passé, les baisers volés, le trouble présent. Élise hurla, pleura, le frappa de ses poings menus. Tu m'as trompé. Avec mon propre père. Comment as-tu pu? Elle s'effondra, et Léo, brisé, la serra contre lui. Je t'aime, Élise. Mais pas comme. Pas comme lui. Les vérités sortirent en cascade, son orientation,
refoulé depuis l'adolescence, son mariage comme un rempart contre le vide, Nolan comme le fantôme inachevé. Élise partit chez une amie, laissant Léo seul avec ses démons. Il appela Nolan, la voix tremblante. « Viens. Tout est fichu. » Nolan arriva au milieu de la nuit, trempé, et ils parlèrent jusqu'au lever du jour non pas d'amour, mais de pardon, de reconstruction. « J'ai trahi ma fille, murmura Nolan, les larmes coulant. Léo secoua la tête. « Nous l'avons tous trahi. Mais peut-être. Peut-être qu'on peut réparer. » Pourtant, la trahison s'étendait. Élise, blessée dans sa chair, contacta un avocat dès le lendemain. Le divorce fut rapide, amer, avec des audiences au tribunal de Paris où les regards se croisaient comme des lames. Nolan, rongé par la culpabilité, offrit sa maison à Élise, se retranchant dans un petit studio du 18e. Léo, licencié de son agence pour distraction, erra dans la ville, dormant sur le canapé de Julien. Les amis du Marais les évitaient, les ragots fusaient comme des flèches, le gendre et le beau-père. Quelle horreur! Le climax survint lors d'une confrontation familiale forcée, orchestrée par Élise pour clore le chapitre. Dans un restaurant discret de Montparnasse, sous les yeux d'un notaire impassible, ils signèrent les papiers. Mais Élise, le visage durci, lâcha, « Vous deux, vous méritez l'enfer. Papa, tu m'as volé mon enfance avec tes secrets, Léo, tu m'as volé mon avenir avec tes mensonges. » Nolan tenta de s'excuser, mais elle le coupa, « Garde tes mots. Ils ne valent rien. » Elle partit, laissant un silence de mort. Léo et Nolan restèrent là, face à face, les verres intacts. « C'est fini, dit Léo, la voix morte. Nolan secoua la tête. « Non. C'est recommencé. Mais autrement. » Les mois suivants furent un exil intérieur, un purgatoire parisien où chaque coin de rue rappelait une promesse brisée. Léo trouva refuge dans un travail freelance, rénovant des lofts oubliés du Belleville multiculturel ou des espaces vides qu'il remplissait de lumière, comme pour illuminer son propre chaos. Julien l'aidait, le traînant dans des bars gays du Châtelet où la musique pulsait comme un cœur affolé. « Vis, Léo. Assume-toi enfin, insistait son ami, lui présentant des hommes au sourire facile. Mais Léo dansait sans conviction, ses pensées dérivant vers Nolan, vers ce baiser interdit qui avait tout fait basculer. Nolan, de son côté, sombra dans une mélancolie créative. Il exposa sa série « Amour interdit » à la Biennale de Lyon, où les critiques saluèrent une plongée magistrale dans l'âme queer française. Pourtant, chaque vente était un coup de poignard, les acheteurs voyaient de l'art, lui y voyait son histoire avec Léo, figé dans l'argentique. Élise, impitoyable, coupa les ponts, ne répondant qu'aux messages légaux pour leur petit-fils hypothétique, un fantôme d'avenir qu'elle refusait désormais. « Tu as détruit ma famille » lui écrivit-elle une fois, et Nolan porta ces mots comme une croix. Leur première rencontre post-scandale fut accidentelle, un après-midi d'octobre dans les allées du marché d'Aligre. Léo achetait des figues mûres pour un dîner solitaire quand il heurta Nolan, chargé de sacs de livres d'occasion. Les fruits roulèrent au sol, et avec eux, les barrières tombèrent. Désolé, marmonna Léo, s'agenouillant pour ramasser. Leurs mains se touchèrent sur une figue éclatée, le jus sucré coulant comme du sang innocent. Nolan rit, un rire rauque, libérateur. Le destin a un sens de l'humour tordu. Ils s'assirent sur un banc voisin, grignotant les figues, parlant de tout et de rien, la météo changeante, un film de Truffaut revu récemment, les chats errants qui hantaient les étals. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. « Comment va Élise » demanda enfin Léo. Nolan haussa les épaules. « Elle voyage. En Italie, je crois. Pour guérir. » Un silence, puis « Et toi ? Tu sors avec quelqu'un ?» Léo rougit, secoua la tête. « Non. Pas encore prêt. » Nolan posa une main sur son genou, chaste. « Moi non plus. Mais peut-être qu'on pourrait. Recommencer en ami ? » C'était une proposition fragile, un fil tendu au-dessus de l'abîme. Ils commencèrent par des cafés sporadiques, des promenades le long du canal Saint-Martin où les feuilles mortes crissaient sous leurs pas. Nolan racontait ses voyages américains, les canyons de l'Utah qu'il avait inspiré à photographier la solitude. Léo partageait ses rêves d'architecture durable, des bâtiments qu'il respire, avec la ville. Petit à petit, la complicité renaissait, dépouillée des passions adolescentes, enrichie par les cicatrices. Un soir, au cinéma Le Reflet Médicis, ils virent Brokeback Mountain, un choix ironique qui les laissa muets,
les larmes coulant en silence dans l'obscurité. Le romantisme revint par effleurement, une main qui guide dans la foule de la fête de la musique, un foulard prêté contre le froid d'un concert gratuit aux Invalides. Léo se surprit à dessiner Nolan à nouveau, non plus en secret, mais ouvertement, lors d'une séance photo improvisée dans un parc de Vincennes. « Tiens-toi naturel » ordonna Nolan, mais c'était Léo qui dirigeait, capturant la vulnérabilité dans les rides au coin des yeux, la force dans la courbe de la mâchoire. « Tu es toujours mon muse » avoua Léo, le pinceau suspendu. Nolan s'approcha, effleura sa joue. « Et toi, mon éternel apprenti ?» Mais le passé n'était pas mort, il rôdait, prêt à mordre. Élise revint à Paris pour Noël, contactant Léo par surprise, « J'ai besoin de te voir. » Seul. Ils se retrouvèrent dans un salon de thé du Marais, Élise pâle mais résolue, un châle autour des épaules comme une armure. « Je ne te pardonne pas, dit-elle d'emblée. Mais je comprends. L'amour. C'est un monstre. » Elle confia sa propre douleur, des nuits à pleurer, une thérapie où elle avait exploré sa relation ambivalente avec son père. « Il m'a toujours aimé, mais à moitié. Et toi, tu étais l'autre moitié. » Léo pleura avec elle, un pardon fragile naissant dans les miettes de Madeleine. « Je ne l'oublierai pas, Élise. Mais je ne l'aime plus comme avant. J'aime la femme que tu es devenue. » Élise hocha la tête, un sourire triste. « Prends soin de lui, alors. Mais si tu le blesses encore, je te tue. » C'était une absolution conditionnelle, un pas vers la guérison. Elle envoya un message à Nolan ce soir-là, « Papa, je rentre pour les fêtes. Amène Léo si tu oses. » Nolan, tremblant, invita Léo, et ils se présentèrent à la maison familiale, main dans la main non pas comme amants, mais comme alliés. Le dîner fut tendu, un balai de couverts et de silence. Élise présidait, servait le foie gras avec une précision chirurgicale. À la famille recomposée, toastait-elle, ironique. Les conversations glissèrent vers des souvenirs neutres, les Noëls d'enfance d'Élise, les voyages de Nolan en Asie. Mais sous la table, le pied de Léo frôla celui de Nolan, un ancrage secret. À minuit, quand les lumières de la ville scintillaient au loin, Élise les surprit enlacés sur le balcon à un câlin innocent, mais chargé. « Soyez discrets, dit-elle simplement, avant de les laisser seuls. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis le scandale, Léo et Nolan firent l'amour. Pas dans la frénésie de la jeunesse, mais dans une tendresse mûre, explorant les corps changés par le temps, les cicatrices de Nolan d'une chute en moto, les tatouages discrets que Léo s'était offerts en exil. « Je t'aime » murmura Nolan au creux de l'aube, et Léo répondit, « Moi aussi. » Pour de vrai, cette fois. Pourtant, le conflit n'était pas apaisé. Au printemps, une lettre arriva, Sarah, l'ex-femme de Nolan, réclamait la garde exclusive de leur fils, Ethan, désormais 13 ans, en invoquant le scandale français comme preuve d'instabilité. Nolan s'effondra, passant des nuits blanches à rédiger des appels. Léo le soutint, voyageant avec lui à Bruxelles pour une audience ou une ville grise qui reflétait leur humeur. « Je ne le perdrai pas » jurait Nolan, les poings serrés. Léo, en architecte pragmatique, organisa des preuves, témoignages d'amis, rapports psychologiques. Mais la trahison de Sarah était profonde, elle avait fouillé le passé, découvert les photos de Léo, les utilisant comme munitions. L'audience fut un cauchemar, un juge austère disséquant leur vie, Élise témoignant à contre-cœur pour son père. « Il est un bon père, malgré tout, dit-elle, la voix ferme. » Ethan, un adolescent aux yeux de son père, observa en silence, son regard oscillant entre curiosité et méfiance. À la fin, la garde fut partagée ou une victoire amère. Sur le retour, dans le train, Nolan serra Léo contre lui. « Merci. Tu m'as sauvé. » Mais Léo vit la peur dans ses yeux, et si Ethan nous rejette? Leur relation s'approfondit dans l'adversité. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement du 11e, un duplex avec vue sur les toits, où Léo dessina des bibliothèques pour les photos de Nolan. Les soirées étaient des havres, dîner aux chandelles avec du bœuf bourguignon, projection de films d'Almodovar qui les faisaient rire et pleurer. Léo s'ouvrit pleinement, assumant son identité gaie dans des cercles d'architectes progressistes, Nolan exposa une nouvelle série, Renaissance, dédiée à leur histoire sans la nommer. Mais la trahison finale guettait. Ethan, curieux, fouilla l'atelier de son père pendant une visite et trouva les anciens tirages, Léo adolescent, nu et vulnérable. Horrifié, il accusa Nolan d'abus, c'est dégoûtant. Tu es un pervers. Le garçon s'enfuit, appelant Sarah en pleurs. La nouvelle guerre de garde éclata,
plus violente, avec des accusations publiques dans la presse people française, le photographe scandaleux et son amant mineur. Nolan, anéanti, se tourna vers Léo, c'est ma faute. J'aurais dû détruire ces photos. Léo le serra fort. Non. C'est notre histoire. On va se battre. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur étouffante, un voile moite qui collait aux peaux et aux secrets. La presse s'empara de l'affaire avec une voracité tabloïde, le beau-père pédophile? L'horreur cachée du Marais. Les titres hurlaient depuis les kiosques du métro, des caricatures grossières dépeignant Nolan comme un monstre, Léo comme son complice. Les appels fusaient, galeries qui annulaient des expos, amis qui se distançaient, Élise qui, malgré son soutien, murmurait « C'est trop, papa ». Ethan a peur. Nolan se replia, refusant les interviews, barricadé dans l'appartement avec ses pellicules jaunies. Léo, furieux, engagea un avocat médiatique, une femme acérée nommée Claire qui avait défendu des icônes queer contre l'homophobie. On contre-attaque, déclara-t-elle lors d'une réunion dans un café du Palais Royal. Preuve, Léo était majeur aux 17 ans, consentant. Et ses photos? De l'art, pas de la pornographie. Ils publièrent un communiqué, notre amour était pur, légitime. La calomnie ne brisera pas notre vérité. Mais la tempête faisait rage. Ethan refusa de voir son père, répétant à sa mère, il m'a menti sur tout. Sarah, revancharde, attira les paparazzis devant leur porte, forçant Léo et Nolan à fuir par l'escalier de service. Une nuit, traqués jusqu'à un hôtel anonyme près de Bastille, ils se blottirent dans un lit étroit, écoutant les sirènes hurler comme des loups. Je t'ai entraîné dans l'enfer, murmura Nolan, la voix brisée. Léo l'embrassa doucement. Non. C'est notre chemin de croix. Et on le traverse ensemble. Le soutien inattendu vint d'Élise. Blessée mais résiliente, elle organisa une intervention, un dîner chez elle, avec Ethan convié sous prétexte d'un projet familial. Le garçon arriva réticent, 13 ans et déjà un mur de défiance. Nolan s'agenouilla devant lui, « Fils, ces photos. Ce n'était pas ce que tu penses. Léo était mon amour, adulte, consentant. J'ai eu tort de les garder, mais pas tort de l'aimer. » Ethan pleura, hurla, « Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai honte. » Élise intervint, « La honte, c'est ce qu'ils veulent nous imposer. Nous sommes une famille, bancale mais vraie. » Les mots d'Élise fissurèrent la glace. Ethan posa des questions, « Cru, tu aimes les hommes depuis toujours? » Nolan acquiesça, vulnérable. « Oui. Et ta mère aussi, à sa manière. Mais l'amour n'est pas une case. » Léo ajouta, doucement, « Je sais ce que c'est, la peur. J'ai fui pendant des années. » Ne fuis pas, Ethan. Le garçon tendit la main, un geste timide, et le barrage céda, larmes, étreinte, promesse maladroite. La presse tourna, une interview exclusive dans Le Monde, où Nolan et Léo racontèrent leur histoire pas comme un scandale, mais comme un témoignage humaniste sur l'amour queer en France post-loi Taubira. Nous avons trahi, oui, admit Nolan. Mais la plus grande trahison est le silence. Les soutiens affluèrent, artistes du collectif Act Up, intellectuels comme Taya, même une pétition de 10 000 signatures pour la liberté d'aimer s'enchaîne. Pourtant, la trahison personnelle culmina quand Sarah, acculée, révéla un secret plus sombre. Pendant leur mariage, elle avait eu une liaison avec un collègue, un homme marié qui l'avait laissée enceinte d'un enfant qu'elle avait avorté en secret. J'ai mes fantômes aussi, confia-t-elle à Nolan lors d'une médiation. C'était une confession empoisonnée, un dernier coup pour égaliser les scores. Nolan, au lieu de la rage, ressentit de la pitié. On s'est tous trahis, Sarah. Laisse Ethan choisir. Le garçon choisit, il demanda à passer l'été avec son père et Léo, dans une maison louée en Normandie. Les jours sur la plage de Deauville furent un baume, baignade dans l'Atlantique frisquet, château de sable architecturé par Léo, photos de famille prises par Nolan, Ethan riant, libre pour la première fois. Vous êtes bizarre, mais cool, admit le gamin un soir autour d'un feu de camp, guimauve grillé à la main. Léo et Nolan échangèrent un regard, un amour profond, ancré. De retour à Paris, leur relation fleurit. Léo lança son propre cabinet d'architecture, spécialisé en espaces inclusifs ou des cafés queer-friendly, des centres communautaires. Nolan exposa Renaissance 2, une série sur la résilience familiale, vendue à MoMA. Élise, réconciliée, devint une alliée, elle écrivit un essai sur l'amour filial et filial, publié dans Libération.
La famille recomposée prenait forme, dîners hebdomadaires, voyage à Lisbonne où Ethan apprit le surf. Mais le romantisme n'oubliait pas les ombres. Une nuit d'automne, lors d'une dispute futile, Léo accusant Nolan de trop travailler, Nolan reprochant à Léo son perfectionnisme, les mots blessants fusèrent, « Tu m'as ruiné la vie », cria Léo. Nolan riposta, « Et toi, tu l'as embelli ». Ils se séparèrent en claquant les portes, Léo dormant chez Julien, Nolan errant dans les rues. Au matin, un appel, « Je suis désolé. Sans toi, Paris est vide ». Ils se retrouvèrent au pont des Arts, cadenas à la main, un geste kitsch, mais symbolique. Anouk Graveril, jetant la clé dans la Seine. Le climax émotionnel vint avec la maladie. Nolan, lors d'un check-up routine, apprit son diagnostic, un lymphome précoce, héritage du stress américain. 6 mois de chimio, peut-être plus, dit-il à Léo, le visage gris. Léo s'effondra, mais se releva, on affronte ça ensemble. Comme tout. Les traitements furent un enfer, nausées, nuits blanches, mais aussi des moments tendres. Léo lisant Proust à voix haute, Élise apportant des bouillons de poule, Ethan dessinant des cartes pour le super-héros papa. Dans l'adversité, leur amour s'approfondit, romantique et cru. « Si je meurs, murmura Nolan un soir, sache que tu fus ma lumière. » Léo l'embrassa, « Tu ne mourras pas. Et si oui, je te suivrai dans le labyrinthe. » L'hiver 2026 à 2027 transforma Paris en un tableau de Monet, neige légère sur les Haussmanniens, lumière de Noël dansant sur la glace de la Concorde. Nolan endura la chimio avec une dignité farouche, perdant ses cheveux grisonnants qu'il rasait lui-même, riant de sa nouvelle calvitie d'artiste. Léo veillait, cuisinant des plats réconfortants au coq au vin, crème brûlée et transformant leur appartement en cocon, coussins moelleux, photos de famille sur les murs, un projecteur pour des marathons de films français. Élise devint le pilier, elle prit un congé sabbatique pour gérer les rendez-vous médicaux, réconciliant Ethan avec son père à travers des jeux vidéo et des discussions tardives. « T'es courageux, papa, dit le garçon un jour, posant sa manette. Nolan, ému, le serra, c'est toi qui me donnes du courage. La presse, lassée du scandale, pivota vers l'histoire humaine, un portrait dans un Paris Match sur la famille queer qui défie le destin, avec des photos de Nolan, chauve mais rayonnant, entouré des siens. Le traitement porta ses fruits, en mars, les scanners annoncèrent une rémission. C'est pas fini, tempéra le médecin, mais Nolan et Léo célébrèrent avec un pique-nique au champ de Mars, champagne et fraises sous un ciel clair. À la vie, trinquèrent-ils, leurs doigts entrelacés. Ethan, hilar, éclaboussa tout le monde avec une fontaine de bulles. Élise, observant, sourit, vous êtes mon miracle bancal. Leur amour, forgé au feu, s'épanouit en romantisme quotidien, matin paresseux où Léo esquissait des plans pendant que Nolan développait des pellicules, soirée au théâtre de l'Odéon, main dans la main sans crainte, voyages improvisés à la Côte d'Azur, où ils marchaient nus sur des plages désertes, riant comme des adolescents. Léo tatoua une petite caméra sur son poignet, hommage à Nolan, ce dernier offrit à Léo un Leica vintage, pour capturer nos éternels instants. Pourtant, l'humanisme de leur histoire résidait dans la reconstruction. Élise rencontra un professeur d'histoire, un homme doux nommé Marc, et ils se marièrent discrètement à la mairie du 5e. Léo et Nolan comme témoins, Ethan porteur des alliances. C'est le tour de la normalité, plaisanta Élise, mais ses yeux brillaient de gratitude. La famille s'agrandit, dîner bruyant avec Marc et ses enfants, Noël partagé où les cadeaux volaient comme des confettis. Le dénouement vint par un projet commun, Nolan et Léo collaborèrent sur un livre, Labyrinthe d'amour, photo de Nolan, texte de Léo sur la résilience queer. Lancé lors d'une expo au Louvre des Antiquités, il devint un best-seller, traduit en anglais, touchant des cœurs à New York comme à Tokyo. Lors de la soirée de lancement, entouré d'amis et de famille, Nolan prit le micro, ce livre n'est pas une fin, mais un commencement. Pour tous ceux qui aiment dans l'ombre. Léo, à ses côtés, ajouta, l'amour n'est pas une trahison, c'est une vérité qui libère. Des années plus tard, en 2035, ils se marièrent enfin une cérémonie simple à la mairie de Montmartre, sous le regard bienveillant du Sacré-Cœur. Élise, désormais mère de jumeaux, porta les alliances, Ethan, adulte et étudiant en photo, captura l'instant. Oui, dit Léo, les yeux dans ceux de Nolan, et cette fois, aucun fantôme ne l'interrompit. La réception, au Moulin Rouge revisité, fut un tourbillon de joie, valse, toast, rire qui effaçait les ombres. Leur vie fut un tapestry humain, voyage en train à travers l'Europe, un fils adoptif nommé Théo qui apporta le chaos joyeux, des expositions itinérantes où ils racontaient leur saga. Nolan vieillit avec grâce, ses cheveux redevenus gris-argent, Léo,
architecte renommé, construisit un centre LGBTQ+ à Paris, un phare de béton et de verre. On a gagné, murmura-t-il un soir, lové sur leur balcon, la ville à leurs pieds. Mais l'humanisme ultime fut dans l'acceptation, des cicatrices visibles, des pardons accordés, une famille tissée de fils brisés mais solides. L'amour, caille romantique, n'effaça pas les trahisons, il les transcenda, prouvant que dans le labyrinthe de la vie, on peut toujours trouver la sortie ensemble.